Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la complexe interprétation des textes anciens traitant de l'Égypte. À vrai dire, au-delà de là où les interprétations que l'on peut en faire, nous allons voir comment l'égyptologie trie les informations qui servent un postulat de départ au détriment d'informations hautement intéressantes, mais qui chambouleraient un petit peu l'approche moderne de la question. Alors comment va-t-on procéder ? Eh bien, on va le faire de manière très pragmatique. Nous allons tout simplement isoler les textes anciens qui parlent de l'Égypte ancienne. J'en profite pour passer un petit clin d'œil à Franck de la chaîne Moment Curieux qui m'a permis de récupérer certains de ces textes qui viendront compléter d'autres extraits dont j'avais déjà fait la mention sur la chaîne au gré de certaines vidéos précédentes. En plongeant dans ces textes, vous allez voir que nombre d'éléments qui ne sont pas considérés par l'égyptologie moderne sont pourtant bel et bien réels. Je pense notamment à ce que dit nul autre qu'Hérodote sur le plateau de Gizeh, où l'on retrouve ce qu'il nomme être des souterrains et des puits dans la Grande Pyramide. Bref, un programme plein de réjouissances qui commence maintenant. On va commencer avec Diodore de Sicile qui, dans son ouvrage Bibliothèque historique, tome 1, nous dit ceci sur la pyramide de Khéops. Elle est entièrement construite en pierre dure, difficile à tailler, mais dont la durée est éternelle. En effet, depuis au moins 1000 ans, quelques-uns en admettent 3 ou 4000, ces pierres ont conservé jusqu'à ce jour leur arrangement primitif et tout leur aspect. Fin de citation. Il sera intéressant de noter la mention de pierre dure alors que la pyramide, à l'époque de Diodore de Sicile, au 1er siècle avant Jésus-Christ, possédait encore son parement en calcaire qui est une pierre tendre. Il est étonnant de penser que des personnes aussi bien renseignées, dont les textes sont des références fiables à bien des égards, se laissent aller à de telles approximations. À moins qu'il n'y ait quelque chose que l'on occulte concernant les pierres dures du parement, qui auraient été complétées par du granit comme sur les pyramides de Mykérinos et Képhrène, c'est une possibilité, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux, j'en conviens, et on va se limiter à ce dont on vient de parler à l'instant. En ce qui concerne l'âge de la pyramide, Diodore nous offre une fenêtre plutôt large remontant à 4000 avant Jésus-Christ. Regardons à présent ce que dit Strabon dans le livre 17 de Géographie. Voici la longue citation. En visitant les pyramides, nous avons observé un fait extraordinaire et qui nous a paru mériter de ne pas être passé sous silence. Il s'agit de gros tas d'éclats de pierre qui couvrent le sol en avant des pyramides et dans lesquels on n'a qu'à fouiller pour trouver de petites pétrifications ayant la forme et la dimension d'une lentille et reposant parfois sur un lit de débris, également pétrifié, assez semblable à des épluchures de légumes à moitié écossés. On prétend que ces pétrifications sont les restes des repas des ouvriers qui ont élevé les pyramides, mais la chose n'est guère vraisemblable. Il existe en effet, dans une des plaines de notre pays, une colline allongée, remplie, comme celle-ci, de fragments de tuf siliceux qui ont aussi cette configuration lenticulaire. La formation des cailloux de la mer et des rivières qui soulèvent à peu près les mêmes difficultés s'explique à la rigueur par la nature du mouvement qu'imprime tout courant d'eau. Mais ici, la question est plus embarrassante. Fin de citation. Effectivement, dans ce passage, Strabon met le doigt sur des éléments interprétés à tort, il y a 2000 ans déjà, comme des restes de repas d'ouvriers, alors qu'il s'agirait plus vraisemblablement de fragments restés ici, après que les eaux aient occupé le plateau de Gizeh. Comme il le dit aussi, cette question est probablement mise de côté car, pour reprendre ces termes, elle est plus embarrassante. Mais elle sera toujours moins embarrassante que la manière dont nous avons, au fil des siècles, trié sans demi-mesure ce que nous dit Hérodote, considéré comme le père de l'histoire, duquel vient l'idée que 100 000 hommes ont construit la Grande Pyramide. Dans Histoire 2, Hérodote mentionne effectivement que l'on employait 100 000 hommes à ce travail. Si l'on accepte généralement une période de 20 ou 25 ans pour la construction de la pyramide, il faut bien comprendre pourquoi l'on donne cette durée. C'est tout simplement parce qu'étant censé être un tombeau pour le pharaon Khéops, la durée de construction ne pouvait pas dépasser la durée même de son règne, habituellement fixée aux alentours d'une durée de 20 ou 25 ans. Une poignée d'archéologues ont bien proposé un règne de 35 voire 40 ans, mais ils ont dû s'effacer face à la majorité écrasante. 25 ans disais-je donc, une durée plutôt incohérente lorsque l'on regarde ce que dit Hérodote dans le même paragraphe que celui où il parle de 100 000 hommes. Jugez plutôt. Hérodote poursuit en disant que l'on passa 10 années à construire la chaussée par où on devait traîner les pierres. 10 années pour une chaussée et seulement 20 pour une pyramide ?
Logistiquement, il y a une des deux solutions qui coince. Là où ça coince aussi, c'est lorsque Hérodote parle de souterrain. Si l'on s'en remet au son de cloche des plus grands pontes de l'égyptologie moderne, la présence éventuelle de galeries ou de souterrains sous le plateau de Gizeh, mais pas que, ne serait que pur fantasme. Déjà, cela pose problème car nous voyons ces souterrains fermés lorsque l'on se balade sur le plateau de Gizeh. Donc pourquoi en nier l'existence ? De plus, il y a quelques années encore, ces mêmes souterrains étaient accessibles moyennant bakshish. Toujours est-il que dans les années de travail supposées pour la chaussée mentionnée par Hérodote, ce dernier complète son propos en ajoutant que la décennie fut utilisée pour également, je cite, « les ouvrages de la colline sur laquelle sont élevées les pyramides et aux édifices souterrains qu'il fit faire, il, Khéops, pour lui servir de sépulture ». Hérodote ne remet pas en cause l'origine sépulcrale de la pyramide et ce n'est de toute façon pas le propos de la vidéo, mais il parle bien d'édifices souterrains. J'entends déjà quelques sceptiques dire que le souterrain est simplement la chambre souterraine qui, soi-disant, était un des premiers essais de chambre sépulcrale pour le pharaon. Sauf que, Hérodote précise bien dans la phrase suivante que la pyramide même coûta 20 années de travail. Donc il y a bien un distinguo de fait entre la pyramide et le reste des constructions du plateau de Gizeh, dont les souterrains. Souterrains qui seraient exclusifs à la pyramide de Khéops tel que le décrit Hérodote toujours dans le même ouvrage. Je cite « Képhren fit aussi bâtir une pyramide, elle n'approche pas de la grandeur de celle de Khéops, je les ai mesurées toutes les deux, elle n'a ni édifice souterrain, ni canal pour y conduire les eaux du Nil, au lieu que l'autre, où l'on dit qu'elle est le tombeau de Khéops, se trouve dans une île et qu'elle est environnée des eaux du Nil qui s'y rendent par un canal construit à ce dessein. » Fin de citation. Intéressant, vous ne trouvez pas ? Premièrement, Hérodote n'est pas certain de la fonction initiale de tombeau. Le philosophe grec savait peser ses mots avec maestria et il dit bien « où l'on dit qu'est le tombeau de Khéops ». Il y a une première incertitude sur la présence du tombeau lorsqu'il écrit « où l'on dit que ». Enfin, je rectifie le propos, pas qu'il écrit, mais qu'il a fait écrire car Hérodote était un voyageur et qui dicta ses aventures en vue de publication. Donc non seulement ça, mais les mots sont choisis avec précision et laisse penser que pyramide et tombeau sont deux choses différentes. Si la pyramide elle-même était un tombeau, pourquoi préciser qu'on pense qu'elle serait l'emplacement du tombeau de Khéops ? Soit c'est un tombeau, soit c'est un édifice dans lequel on trouverait un tombeau. Et dans ce deuxième cas, cela ferait de l'édifice lui-même autre chose qu'un tombeau. Vous me suivez ? Bon, si vous me suivez pas, c'est pas grave, rembobinez simplement de 15 ou 20 secondes et vous allez voir, tout sera plus clair. Nous parlions il y a quelques instants de l'incroyable tâche que représente la construction de la grande pyramide de Gizeh. Construction qui serait une tâche impossible. C'est en tout cas dans ces termes que Philon de Byzance en parle dans Les 7 merveilles du monde, ouvrage datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans lequel il nous dit ceci. La construction des pyramides de Memphis est une tâche impossible. Leur description est au-delà de toute attente. Ce sont des montagnes amoncelées sur des montagnes, et la taille des blocs quadrangulaires est telle qu'il est difficile de concevoir leur transport, et chacun ne sait par quel levier des masses aussi importantes ont pu être déplacées. Fin de citation. Une tâche impossible dont Hérodote avait donné la durée de construction à 20 ans, durée corroborée par Pline l'Ancien dans Histoire naturelle. Pline l'Ancien nous dit dans cette œuvre en prose de 37 livres qu'on a travaillé sur la plus grande pyramide pendant 20 ans. Cependant, Pline, auteur au 1er siècle de cette incroyable encyclopédie qu'est Histoire naturelle, donne des infos très différentes sur la quantité d'hommes que la construction de la pyramide de Khéops aurait nécessité. En effet, on est loin des 100 000 hommes d'Hérodote lorsque Pline parle de 360 000 hommes mobilisés pour la construction de la pyramide. Plus étonnant encore, il poursuit en disant que dans la plus grande pyramide se trouve un puits de 86 coudées, soit 40 mètres, et que l'on pense qu'il aurait reçu en son temps l'eau du fleuve, à savoir le Nil. Donc à ce niveau-là, je vous laisse faire des petites recherches sur Google pour voir quelles sont les dimensions du passage ascendant. Et lorsque l'on parle d'utilisation de l'eau dans la grande pyramide et que l'on met tout ça bout à bout, on comprend qu'il y a une réelle cohérence qui est pourtant occultée aujourd'hui dans la vision moderne qu'on a de la fonction de la grande pyramide de Khéops.
Nous voyons donc que l'histoire qui nous est contée concernant l'Égypte ancienne est à géométrie variable. Tantôt des auteurs sont occultés, tantôt ce sont des passages que l'on ne prend pas en compte au sein même des écrits, desquels sont tirées des informations considérées aujourd'hui comme essentielles. De plus, l'utilisation de l'eau et la présence de souterrains sur le plateau de Gizeh semblent actées pour plusieurs auteurs. Pourtant, ce sont des éléments clés auxquels aucune crédibilité ni véracité n'est attribuée par nos contemporains. Pourquoi ? Je ne saurais vous le dire. Si dans cette vidéo nous avons vu que tout n'est pas si clair, 12 euphémismes, nous verrons dans le prochain numéro, dont la date de mise en ligne reste à déterminer, mais ça viendra très vite, rassurez-vous. Donc nous verrons dans le prochain numéro que des incohérences, ou plutôt divergences, sont encore plus nombreuses lorsqu'il s'agit des origines des pyramides secondaires et de la pyramide de Mykérinos. Enfin, pas si secondaire finalement, car vous verrez que la tendance des textes ne correspond pas à ce que l'on dit aujourd'hui et que les ramifications de ces incohérences mènent très rapidement, je vous le donne dans le mille, à la construction de la grande pyramide de Khéops. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et vous donne rendez-vous pour la prochaine mise en ligne. D'ici là, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao ciao.